Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le groupe Bureau Veritas. Le groupe Bureau Veritas, c'est une filiale du groupe Wendel. Le groupe Wendel possède un peu plus d'un tiers, 35, presque 6% du capital et plus de 50% des droits de vote. Donc c'est vraiment un morceau important du groupe Wendel, qui est un des principaux holdings de la place de Paris. Alors Bureau Veritas, c'est le numéro 2 mondial de tout ce qui est certification. Voilà, c'est un très très beau secteur. Alors, en quoi ça consiste? Comme vous le voyez sur le slide, vous avez d'un côté le fabricant, ou le commerçant, et puis de l'autre côté le client, l'acheteur. Et puis, entre les deux, vous avez l'organisation indépendante qui certifie que ce que vend le fabricant ou le commerçant correspond bien à ce qu'attend le client ou aux normes réglementaires en vigueur, parce que il y a de plus en plus de normes réglementaires, dites QHSE, qualité, santé, sécurité, protection de l'environnement et responsabilité sociale, et que donc le fabricant est amené à bien répondre à ces normes qui augmentent, et le client souhaite que ces normes soient bien respectées. Voilà. Alors, ces services que propose Bureau Veritas dans ce cadre, la première chose que ça amène, c'est que ça facilite les échanges. Voilà, parce que on sait exactement ce qu'on achète. Donc, on peut l'acheter, par exemple, on peut faire un achat sur Internet, parce que on peut faire envoyer simplement un mail en disant j'achète ça, parce qu'on sait exactement ce qu'on va acheter. Et donc, ça permet, deuxièmement, d'accéder aux marchés mondiaux. Voilà, ça permet à un consommateur, européen, d'acheter un produit en Chine, parce qu'il va savoir que ce produit en Chine, par exemple, une photocopieuse, répondra exactement aux réglementations de sécurité électrique, etc. Il saura exactement le produit qu'il achète, et donc ça permet de réduire le risque. Voilà, de réduire le risque dans les échanges. Donc c'est très très utile, et ça permet également de maîtriser les coûts. Il y a une partie de la certification, si vous voulez, où par exemple Bureau Veritas va intervenir sur le process même de production des producteurs pour les aider à réduire leurs coûts. Voilà. Et puis ça protège les marques. Et puis enfin, voilà, parce que on peut par exemple certifier que la montre que vous achetez, c'est bien une Rolex, ou c'est bien une montre Swatch, et c'est pas une copie. Voilà. Donc certification là aussi est très utile. Et donc, et ça permet enfin de délivrer un permis d'exploitation. J'ai construit une usine en Inde de fabrication, je ne sais pas, de microprocesseurs. Ça va être certifié comme étant une usine efficiente, efficace, et donc je vais avoir le droit de l'exploiter par rapport aux exigences des administrations locales. Voilà, donc vous voyez, c'est très très utile, Bureau Veritas, ou le principal concurrent suisse, SGS, Société Générale de Surveillance. Voilà, ce sont des sociétés vraiment très importantes dans la vie économique. Alors, comment est-ce que le résultat opérationnel, c'est-à-dire le bénéfice d'exploitation ajusté de Bureau Veritas est composé? Vraiment dans tous les secteurs. Il faut avoir ça en tête, si vous voulez. C'est une société qui est très diversifiée sur le plan économique, puisque vous voyez, c'est 20% dans l'agroalimentaire, 15% dans l'industrie, 25% dans le bâtiment, 11% dans la marine, 20% dans les biens de consommation, 9% dans la certification, etc., etc. Voilà. Donc très diversifié également sur le plan géographique, c'est une vraie multinationale. Vous voyez, à peu près un tiers du chiffre d'affaires en Europe, à peu près un tiers en Amérique du Nord, et le reste essentiellement dans les pays émergents, Asie-Pacifique et Afrique Moyen-Orient, même si dans l'Asie-Pacifique, forcément, il y a l'Australie et le Japon qui ne sont pas émergents. Mais voilà, ça fait à peu près 3 gros tiers, si vous voulez, et donc un tiers dans les émergents. Et si on regarde l'évolution du chiffre d'affaires, depuis maintenant 10 ans, on a eu quasiment 4%, 3,8% de croissance du chiffre d'affaires, mais il y a eu le Covid, la crise du Covid, où tout a reculé. Alors, si on regarde les chiffres en dehors de la crise du Covid, vous voyez, on a des chiffres entre 5, 7, 8% de croissance. Donc une assez solide croissance organique. Et que dit la société? Oui, et alors, que dit la société? Elle dit qu'elle a une croissance résiliente. Et elle estime que cette croissance résiliente, c'est en tous les cas 3% par an. Voilà. Et elle pense que sur ces 3% par an, elle peut ajouter 1% de croissance externe. Et donc elle peut
délivrer, comme on dit aujourd'hui, elle peut délivrer 4% de croissance résiliente du chiffre d'affaires par an. Voilà. Et ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que si on regarde la rentabilité, c'est-à-dire le résultat opérationnel, vous le voyez, c'est les petites barres, et ben vous voyez que tous les ans, il y a un très bon résultat opérationnel, enfin qui se monte, un bénéfice d'exploitation qui se monte en plusieurs centaines de millions d'euros, même pendant la crise du Covid. Et si on regarde la marge d'exploitation, ça c'est vraiment très intéressant. On a une marge d'exploitation qui est presque toujours entre 15 et 17%. Et même au moment de la crise du Covid, vous voyez, le chiffre d'affaires recule énormément. Et donc le résultat opérationnel recule également énormément, puisqu'on passe de 832 millions à 615 millions d'euros. Mais la marge opérationnelle, elle reste stable, on est à 16,1%. C'est vraiment incroyable, si vous voulez. Donc ça veut dire que l'évolution du chiffre d'affaires, finalement, n'a pas beaucoup d'influence sur la marge opérationnelle, parce que c'est un métier de certification, donc à forte valeur ajoutée intellectuelle. Voilà. Et donc, il n'y a pas l'effet de levier que vous avez quand vous avez une usine. Et donc, vous avez un résultat opérationnel qui est stable et qui donc est, si on met ça en rapport avec la résilience du chiffre d'affaires, voilà, ça donne une société très résiliente. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça donne une progression du bénéfice par action qui a été uniquement de 2,5% par an, mais très, très, très régulière. Voilà. Alors, Marie va développer un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut penser à partir de ces éléments d'un investissement dans Bureau Veritas? Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment est-ce qu'on peut l'analyser plus précisément? Si on regarde maintenant le ratio d'agilité, alors le ratio d'agilité, c'est un ratio hibou qui en fait divise le cash flow par les immobilisations. Et ça montre un peu en fait la capacité d'une société à générer une croissance avec ses ressources intrinsèques. Alors là, on voit sur 10 ans qu'en moyenne, ce ratio d'agilité, il est à 11,3%. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, on le voit sur le graphique, hein, c'est très résilient. Il y a quelques pointes, mais sinon ça bouge assez peu. C'est assez résilient. On est voilà, en moyenne aux alentours de 10-11% assez régulièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans s'endetter davantage, donc à taux d'endettement constant et sans distribuer de dividendes, si tout le cash flow était réinvesti dans les immobilisations, si on considère que l'immobilisation génère une croissance similaire du chiffre d'affaires, eh ben ça pourrait générer une croissance de 11,3% du chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez élevé. Et donc voilà, un élément assez intéressant. On regarde maintenant le détail de la composition du cash flow opérationnel. On voit qu'il est constitué pour l'essentiel de flux de trésorerie disponibles. C'est ce qu'on voit en gris sur le graphique. Donc largement donc du cash flow qui est libre. On voit qu'il n'est pas beaucoup réinvesti ce cash flow. Donc ça explique aussi que dans les faits, il y a eu assez peu de croissance sur Bureau Veritas ces dernières années. Si on regarde maintenant sur le plan bilanciel, la dette qui était essentiellement générée par les acquisitions, eh bien on voit que le ratio d'endettement, donc la dette nette sur les l'EBITDA, se réduit très nettement depuis quelques années. On était à 2,61 fois les l'EBITDA en 2017. On est en dessous de 1, à 0,93 en 2022. Donc on voit qu'il y a une vraie prudence de ce côté-là. Alors à partir de là, il y a deux possibilités. Soit la société veut ajouter à sa forte résilience une politique de prudence, donc en réduisant sa dette, ce qui est pas bête du tout, hein, surtout que les taux ont augmenté, etc. Soit au contraire, enfin c'est assez équivalent d'ailleurs, mais ils renouvellent leurs forces pour se laisser la possibilité de refaire éventuellement des acquisitions importantes dans les mois ou années à venir. Quand on regarde maintenant le taux de distribution, alors si on accepte le dividende versé au titre de 2019 qui a été supprimé pendant le Covid, ça a été le cas pour beaucoup de sociétés, on voit que depuis 2008, il y a quand même une tendance assez haussière dans le taux de distribution et on est aujourd'hui proche des 70%, ce qui est assez colossal. Hein. C'est-à-dire que 70% du bénéfice est reversé aux actionnaires et surtout donc à la famille Wendel, le principal actionnaire du groupe. Et donc voilà, quand on regarde ça, on se dit quand même récemment la stratégie a été plutôt conservatrice, hein, baisse de la dette, on l'a vu, très grosse distribution, l'essentiel du bénéfice et donc peu de réinvestissement. On peut se dire que voilà, Wendel se dit peut-être je veux assurer mes arrières, je stabilise la société et j'en fais un peu une vache à lait avec un dividende assez gras versé chaque année. Si on regarde maintenant les résultats récents de la société, les résultats du troisième trimestre 2023 qui viennent de sortir il y a quelques semaines, on s'aperçoit qu'il y a une croissance organique assez élevée tout de même, hein, malgré cette politique de prudence, une croissance organique assez élevée à 5,8%, vous la voyez en violet sur le graphique, et un peu de croissance externe à plus 0,3%.
Alors tout ça est masqué in fine parce qu'il y a eu un très fort effet devise suite à la forte hausse de l'euro. Ça a été le cas de toutes les sociétés euro un peu internationalisées en dehors de la zone euro sur ce trimestre. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même vraiment une croissance organique importante et un peu de croissance externe malgré cette gestion très prudente, sans dette et où on redistribue pratiquement tout le bénéfice. On regarde maintenant sur les 9 premiers mois de 2023, c'est encore plus marqué, 8,1% de croissance organique, c'est vraiment pas mal, et plus 1% de croissance externe. Et donc voilà, ce malgré cette politique très conservatrice qu'on a largement évoquée sur le plan bilanciel et sur le plan de la distribution. Si on se penche maintenant sur la croissance par zone géographique, toujours sur les 9 premiers mois de 2023, voilà, on voit qu'il y a de la croissance dans toutes les régions du groupe, c'est quand même assez positif. Particulièrement en Afrique et au Moyen-Orient sur cette période, mais quand même pas mal dans la région Amérique et l'Europe. Et on voit que l'Asie-Pacifique est un peu à la traîne, c'est lié à l'essoufflement chinois, mais on a bon espoir que ça va repartir de ce côté-là aussi un jour ou l'autre. Si on s'intéresse maintenant, comme chacune de ces vidéos, aux drivers à la hausse sur Bureau Veritas, on a donc la croissance externe, on en a largement parlé, la montée de la réglementation, avec des exigences environnementales et sociales qui s'intensifient, etc., donc qui favorisent bien sûr l'activité du groupe, et également la recherche par le consommateur d'une traçabilité des produits. Donc ça, pareil, c'est une tendance profonde qui devrait porter l'activité de Bureau Veritas. Pour les drivers à la baisse, on l'a vu sur le dernier trimestre totalement, il y a la hausse de l'euro et également la baisse de la croissance du commerce mondial avec le phénomène de relocalisation qui se produit dans certains secteurs. Voilà, donc ça pourrait être un driver à la baisse de son activité. Si on regarde maintenant le PER des analystes, on voit qu'on est à 18 fois, un peu plus de 18 fois, 18,6 fois 2023, 17,6 fois 2024, pour un rendement quand même assez élevé, 3,5%, 3,7%, donc pour l'exercice qui vient de se terminer et pour l'exercice qui vient de commencer, alors que le PER historique est beaucoup plus élevé, à 25, donc on est bien en dessous. Et on l'a vu, la progression moyenne par an du bénéfice par action était de 3%, si on enlève l'année Covid, on est plutôt à 5% en moyenne. Et comme on est très en dessous du PER historique, on peut raisonnablement se dire qu'on pourrait attendre dans les prochaines années une croissance qui suivrait au moins celle du bénéfice, donc à environ 5% par an. Et si on ajoute à ça le dividende à environ 3,5% par an, on peut attendre au moins 8% de croissance dividende réinvesti par an, ce qui est quand même pas mal pour un dossier aussi solide. Si on regarde maintenant du côté graphique, on voit qu'on est actuellement un peu au-delà de moins un écart type en dessous de la droite de régression, donc là encore en dessous des niveaux historiques. Pourquoi? Comment on peut l'expliquer? Eh bien, on a parlé de cette politique assez prudente de ces dernières années. Alors attention, c'était pas forcément une mauvaise idée d'avoir une politique prudente parce qu'on a eu le Covid, on a récemment la hausse des taux. Alors pareil, baisser sa dette dans ce contexte-là, c'était plutôt visionnaire. Donc voilà, cette politique assez prudente était sans doute très justifiée, mais on a un peu quand même ralenti la voilure, ça a un peu ralenti la croissance des bénéfices, ça a sans doute un peu déçu le marché, et du coup le PER a baissé ces dernières années, suite donc à cette politique plus prudente. La pente de cette droite de régression est de 9% à dividende réinvesti. Comme on est décoté actuellement, s'il y avait un retour à la moyenne historique, on pourrait espérer du 15% par an à dividende réinvesti. Ça pourrait se produire par exemple si Bureau Veritas utilise donc son désendettement, donc maintenant qu'il a une structure beaucoup plus légère, il pourrait lever de nouveau une forte dette pour réaliser une grosse acquisition et donc rebooster un peu sa croissance. Alors c'est pas certain que ça se produise parce que peut-être que c'est une stratégie délibérée de Wendel et long terme d'en faire une vache à lait qui distribue des gros dividendes avec une croissance lente mais très sûre. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur Bureau Veritas? Eh bien, c'est un groupe qui a une position concurrentielle très solide sur un marché très résilient avec une croissance qui est lente mais qui est durable. Il y a une activité, on l'a vu, des marges et un rendement qui sont solides et résilients. Il y a un potentiel de croissance externe qui est très élevé parce que le marché est très fragmenté et également le bilan est très solide désormais. On peut attendre, on l'a vu, en regardant le consensus des analystes, la droite de régression, etc., une performance à moyen terme entre 8% et 15% par an, dividende inclus, portée donc par une croissance résiliente et en même temps une revalorisation du PER qui est actuellement assez faible. Il y a un risque à court terme de déception si le remonte, mais sinon, pour une valeur de cette qualité et aussi résiliente, des espérances de croissance à dividende inclus pareil, c'est quand même assez rare. Voilà pour Bureau Veritas. On espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à bientôt avec l'équipe Hibou.